Aujourd'hui, c'est parti pour un update de toutes mes dernières lectures. Après avoir lu Only Ever Yours de Louise O'Neill fin janvier, il me semble, et qui m'avait mis dans un mood de lecture genre ce genre de mood, tu vois. J'ai eu une petite traversée du désert où je me suis retrouvée à commencer peut-être 7 livres, 8 livres, et à chaque fois j'étais genre non, j'ai pas envie. Et du coup, une fois que cette petite phase a été terminée, j'ai pu terminer enfin plein de livres. Il était temps. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de tous ces livres qui attendaient depuis des semaines et des semaines d'être lus et qui enfin ont eu ce qu'ils méritaient. En plus, c'était toutes des bonnes lectures, donc je suis vraiment contente. Comme quoi, il faut vraiment attendre le bon moment. Si t'as pas envie, te force pas, ça reviendra. J'ai lu Circé de Madeline Miller. Circé, c'est une réécriture du mythe grec de la nymphe Circé, donc fille du dieu Hélios et de l'Océanide Persée. Dans ce récit bien plus moderne que les histoires que j'avais entendues à l'école, Circé nous raconte à la première personne l'histoire de sa vie depuis sa naissance jusqu'à un certain point dans son existence. Elle est immortelle, donc bon, il faut bien que le récit s'arrête quelque part. Et surtout, elle nous raconte son exil forcé sur l'île d'Ea, après qu'elle s'est découverte des talents de Pharmakis, c'est-à-dire de magicienne. Ajoutez à cela quelques histoires d'amour et de vengeance et vous aurez un aperçu global de ce dont va parler le roman. J'avais entendu tellement de personnes faire l'éloge de ce livre, donc j'avais vraiment mis la barre hyper haut, tu vois. Du coup, je peux pas m'empêcher d'éprouver un petit soupçon de déception, même si c'était une bonne lecture. J'ai aimé l'écriture de Madeline Miller qui est magnifique, poétique, contemplative et qui sonne comme une musique à l'oreille. Et d'ailleurs en parlant de musique, j'ai écouté ce livre en audiobook et en VO d'ailleurs. C'était une expérience géniale parce que la narratrice a une voix sublime. Moi j'adore les voix un petit peu graves, posées et c'était exactement le cas. Donc j'ai beaucoup aimé. Forcément, l'immersion dans le roman, elle a été décuplée parce que la narratrice, c'est une comédienne, donc elle joue ses rôles et elle le fait à la perfection. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur ce pan de la mythologie grecque, sur Hermès, sur Ulysse, sur les lois qui régissent leur monde. Et j'ai adoré que Circé ait sa propre voix parce que je sais pas vous, mais moi les souvenirs que j'avais d'elle, c'était ceux qu'on m'avait mis dans la tête en cours d'histoire, au collège peut-être, et qui sont que Circé était une mangeuse d'hommes qui avait pour seul but d'appâter de pauvres marins sur son île afin de se sentir moins seul, et ce, même s'il n'avait pas vraiment envie de rester. J'ai moins aimé le fait qu'il se passe pas grand chose en fait. Circé est immortelle, elle vit seule en exil sur une île. Ok, il se passe quelques bricoles, mais il n'y a pas énormément d'action dans ce livre. Et par-dessus tout, j'ai eu énormément de mal à appréhender l'écoulement du temps dans ce récit parce que Circé est immortelle. Donc j'ai eu du mal à éprouver, pas de l'empathie pour elle parce que ses sentiments sont extrêmement humains, je pense qu'on peut carrément s'identifier à elle. Par contre, c'est vrai que j'étais hyper détachée de l'histoire. Le fait que tous ces gens soient immortels, vraiment, j'arrivais pas à vraiment être à fond avec eux, être à fond dans leur histoire. J'étais très détachée, c'est tellement éloigné de tout ce que nous, on peut vivre en tant que mortels. Tu vois, on a quand même la pression du temps qui passe, on n'a pas trop le time, hein. On n'y réfléchit pas beaucoup comme ça, mais le fait qu'on soit mortel, ça implique énormément de choses dans nos existences. Et du coup, j'avais du mal à un peu comprendre l'essence en fait de leur vie, de leur existence, de pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te motive, tu vois. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer. Enfin ouais, c'était tellement éloigné de nous, de tout ce qui fait qu'on est mortel, que j'étais pas hyper investie. Mais bon, ça c'est très 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 personnel. Enfin, il est fort probable que vous ayez pas non plus ce genre de questionnement à deux balles quand vous lisez ce livre. J'ai lu La prisonnière des Sargasses de Jean Rhys, en anglais Wide Sargasso Sea. Alors, si vous n'avez pas encore lu Jane Eyre de Charlotte Brontë, mon classique chouchou, et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille de passer au livre suivant parce que La prisonnière des Sargasses, c'est une préquelle à Jane Eyre qui a été écrite bien des années plus tard du point de vue de Bertha Mason, qui est la femme de Monsieur Rochester. De son vrai nom,
Antoinette Cosway, qui est décrite dans l'œuvre de Brontë comme étant une femme aliénée et diabolique. Sauf que dans Jane Eyre, on nous raconte pas vraiment pourquoi Bertha Mason est devenue ce qu'elle est. Jean Rhys lui donne donc une voix dans ce roman et nous raconte sa vie en tant que fille de propriétaire terrien jamaïcain juste après l'abolition de l'esclavage, donc dans un climat plutôt chaud. Et là je ne parle pas de la météo. Vie qui sera d'ailleurs marquée par un incendie criminel qui détruira sa maison d'enfance et tuera son petit frère. On part vraiment sur de bonnes bases dans la vie là. Et donc à partir de ce moment, Antoinette sera ballottée un petit peu partout puisque sa mère sombre peu à peu dans le silence et dans la dépression, que son père n'a jamais fait partie du tableau d'ailleurs, jusqu'à ce qu'elle rencontre son futur époux qui n'est pas nommé dans La prisonnière des Sargasses, mais qui, nous, on le sait, n'est autre que le Rochester de Charlotte Brontë. J'ai aimé en apprendre plus sur ce personnage si injustement délaissé de l'œuvre de Charlotte Brontë, parce que cette pauvre femme, elle a eu une vie avant que son mec l'enferme dans le grenier, ok? Et une vie de merde, donc je pense qu'elle a le droit de nous la raconter. Je lis beaucoup de livres sur des gens qui ont des vies horribles. J'ai adoré être témoin de cette rencontre entre deux êtres que tout oppose, qui n'auraient jamais dû se marier, qui se sont fait du mal, qui se sont laissés dépérir et qui jamais n'ont essayé de se parler ou de communiquer. C'était d'un torturé, j'ai adoré. À ne pas reproduire chez soi, cela dit. Ces non-dits, cette résignation, c'était d'un triste, mais franchement, littérairement parlant, c'était génial. L'histoire de cette pauvre Antoinette Cosway, c'est celle d'une femme qui n'a rien demandé à personne, qui aurait préféré rester tranquille sur son île, dans les Caraïbes, mais le destin en a décidé autrement, hein. Merci l'époque, merci le patriarcat, et voilà où ça l'a mené. Vous savez où ça l'a mené si vous avez lu Jane Eyre. L'écriture de Jean Rhys, elle est magnifique, d'un poétique. Les descriptions que fait Antoinette Cosway de sa terre natale, de son île, de sa maison, de l'endroit qu'il a vu grandir, c'était magnifique. C'était sublime, c'est vraiment le truc qui résonne en moi à 1000% et qui me fait chialer, tu vois. J'ai corné plein de pages du livre parce qu'il y a plein de passages que j'ai trouvés hyper beaux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Seul tout petit bémol, je l'ai lu en VO et les dialogues sont hyper compliqués, hein. On part quand même sur une syntaxe et un vocabulaire d'un endroit précis dans les Caraïbes au 19e siècle, donc bon courage. Je pense qu'en français, c'est beaucoup plus accessible. Par contre, la narration était beaucoup plus soutenue, c'était un anglais... je vais dire scolaire, c'est nul, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était plus facile à comprendre. En bref, c'était une très belle lecture qui m'a beaucoup marquée et que je vous recommande chaudement si vous vous intéressez à Jane Eyre. J'ai enchaîné avec The Providence of Fire de Brian Stavely. C'est le deuxième tome des Chronicles of the Unhewn Throne. C'est imprononçable, merci bien. Cette saga de fantasy raconte l'histoire de 3 frères et sœurs, dont le père, qui est empereur d'un empire, forcément, vient d'être zigouillé, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment et on ne sait pas pourquoi. Enfin, on se doute que c'est pour prendre le pouvoir, mais au début du premier tome, en tout cas, on comprend pas trop bien le pourquoi du comment. Et donc nous, on va suivre ces 3 enfants, qui sont en fait plutôt des jeunes adultes, qui sont éparpillés aux 4 coins du monde, et qui, après cet assassinat, vont un peu essayer de mener leur barque, et de survivre eux aussi, parce que théoriquement, si on a tué papa, on va certainement vouloir tuer tous les héritiers potentiels. On a d'abord Caden, qui est l'héritier du trône et qui a été envoyé dans des montagnes pour vivre avec des moines, pour apprendre à faire des trucs dont on ne sait pas trop à quoi ça va lui servir une fois qu'il sera sur le trône. Mais bon. Ensuite, on a Valin, le petit dernier, qui lui a été envoyé sur des îles lointaines pour suivre un entraînement digne du GIGN de l'extrême, à base de combats, de stratégie et d'immenses oiseaux qui servent aussi de monture. J'adore cette storyline, c'est ma préférée. Et enfin, on a Adaré, qui est l'aînée, mais qui, malheureusement pour elle, est une femme, et qui donc ne montera jamais sur le trône, et qui, elle, vit toujours dans la capitale de l'Empire, là où son père a été assassiné, et qui va essayer de comprendre un peu toutes les magouilles qui sont en train de se faire dans son dos. Et j'ai oublié de préciser qu'elle est aussi la comptable du royaume, donc quand même position assez élevée, et vous allez voir qu'elle va pas se laisser faire quand même. J'ai aimé ce côté fantasy traditionnel,
pas très innovante, on va pas se mentir, mais qui en l'occurrence marche bien avec moi pour cette saga. Ça sent un petit peu l'inspiration Sandersonesque, Martinesque, mais l'auteur arrive quand même à nous surprendre. Enfin, moi je suis à fond dans cette histoire, j'ai mes petits personnages préférés. C'est un peu paradoxal parce que d'un côté il y a des trucs qui sont un petit peu attendus dans l'histoire, et en même temps, l'auteur arrive quand même à me surprendre de temps en temps. Il arrive à renverser la situation sans qu'on le voit trop venir, et moi j'aime bien quand on me mène un petit peu en bateau comme ça. Dans ce tome 2, il y a plein de mystères qui à la fois sont dévoilés et qui en même temps s'approfondissent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on sent que l'auteur en a encore sous le coude pour le 3e tome, quoi. J'aime bien les dialogues qui sont bourrés de jurons et qui me font beaucoup rire. J'aime bien l'univers qui a ses codes relatifs à la fantasy. Bref, c'est vraiment un bon moment de divertissement à chaque fois et moi je n'en demande pas plus. Il y a du complot, de la baston, du sang, des méchants, de la religion. Bref, c'est un petit cocktail qui passe tout seul. J'ai moins aimé le fait que ce 2e tome prenne environ 300 pages à se mettre en route. J'ai pas toute la vie devant moi, Brian, ok? Je fais des trucs à côté quand même. C'était un petit peu lent, je trouve que le 1er tome était mieux rythmé, mais une fois que j'étais embarquée, j'étais vraiment à fond dedans. Alors par contre, Brian Staveley, si tu pouvais arrêter de buter tous les personnages que j'adore, parce que là on va avoir un souci. Visiblement j'étais dans une phase fantasy puisque juste après je suis passée à La peur du sage, première partie, la suite du Nom du vent de Patrick Rothfuss. Et lui je vais pas le tenir parce que c'est une brique reliée qui fait environ 7 kg et qu'en plus il fait plein de bruit hyper chiant. Si vous savez pas de quoi parle ce livre, je sais pas dans quel monde vous vivez, donc débrouillez-vous, moi j'ai la flemme de faire le résumé. Je déconne. Le Nom du vent, ça raconte la folle histoire de Quoth qui, quand débute le roman, est un petit aubergiste, tout ce qu'il y a de plus humble, perdu au fin fond du trou du cul de son monde. On comprend très vite qu'une immense menace pèse sur le dit monde et que Quoth serait en fait une espèce de légende vivante connue de tous, mais qui vit maintenant incognito et on ne sait pas trop pourquoi. Apparemment, il aurait accompli des exploits incroyables et c'est pour ça qu'il est si célèbre. Mais nous, on ne les connaît pas encore. On n'a pas cette chance. Jusqu'à ce qu'un chroniqueur de passage dans son village le reconnaisse et décide de mettre son histoire à l'écrit, enfin avec l'accord de Quoth bien sûr, disant que il sent que pour lui là c'est le moment de se confier. Et donc nous, on va enfin avoir accès au récit de sa vie, depuis son enfance jusqu'à je sais pas trop quand, en passant par ses années à l'université où il a étudié notamment la magie, entre autres choses plutôt cool. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le gars a eu une vie mouvementée. Hein. Je pense même que c'est lui qui a inventé ce mot. J'ai aimé l'écriture de Patrick Rothfuss. C'est poétique, c'est lyrique, c'est drôle, c'est hyper intelligent en fait. J'adore suivre les aventures de ce personnage hors norme, à la personnalité vraiment incroyable, attachante et plus vraie que nature, à qui il arrive déconvenu sur déconvenu. C'est vraiment un truc de malade. Quoth, il me fait un peu l'effet d'un Oliver Twist de la fantasy. C'est épique, c'est tragique, c'est astucieux. Vraiment, je trouve que toutes les critiques hyper positives que j'ai entendues sur cette saga sont très justifiées. Par contre, on va pas se mentir, c'est pas non plus le genre de fantasy où il se passe 1 million de trucs incroyables, tu vois. J'entends par là qu'il n'y a pas d'enjeu à échelle mondiale comme c'est souvent le cas dans la fantasy, du moins pas pour le moment. L'histoire se concentre vraiment sur un personnage et sur ses déboires, même si on sait qu'il y a un mystère qui pour le moment est latent, et ben c'est pas du tout l'épicentre de l'histoire. Donc sachez-le, si vous, votre truc, c'est une troupe de personnages qui part en quête pour sauver l'humanité d'un mal qui est nommé et qui est incarné, bah là c'est pas ce que vous allez trouver avec Le Nom du vent. Donc je trouve que c'est une super lecture, mais j'avoue que j'aimerais bien qu'on passe un peu la seconde, parce qu'il me manque, vraiment on est à ça du coup de cœur, mais il me manque un tout petit truc. En tout cas je recommande à fond si vous l'avez pas encore lu, je pense que c'est vraiment un classique de la fantasy. Enfin, j'ai lu Vita et Virginia de Sarah Gristwood, une biographie croisée des deux célèbres autrices anglaises Vita Sackville-West et Virginia Woolf. Dans ce beau livre largement illustré de photos de l'époque, Sarah Gristwood nous raconte la vie de ces deux femmes hors du commun qui ont marqué leur temps. Et si elles sont réunies dans une même biographie, c'est que Vita Sackville-West et Virginia Woolf ont partagé une amitié indéfectible ainsi qu'une liaison amoureuse pendant plus de 20 ans. Et c'est sous ce prisme qu'a été écrit cette biographie. Virginia Woolf, tout le monde la connaît, elle est mondialement célèbre pour ses œuvres telles que Mrs. Dalloway,
Orlando ou encore Les Vagues que je n'ai pas encore lu. Mais il me semble que Vita Sackville-West est un petit peu moins connue en France. Pourtant, elle aussi a écrit nombre de romans, de poèmes, de nouvelles et autres biographies. Son roman le plus célèbre étant ici, je pense, Toute passion abolie. Peut-être que ça vous dira quelque chose. J'ai adoré découvrir la vie de ces deux femmes admirables depuis leur enfance jusqu'à leur mort. Et c'était tellement passionnant. Bon, un petit peu angoissant aussi de lire toute la vie de deux personnes en l'espace de 160 pages, depuis la naissance jusqu'à la mort. Mais passionnant tout de même. On se rend vraiment compte en lisant une biographie ou une autobiographie de l'impact que peut avoir une personne dans l'histoire d'un pays ou dans un domaine en particulier et tout ce que ça va impliquer pour l'avenir et pour la postérité. Vita et Virginia, ce sont des femmes dont le talent est reconnu, admiré et qui font encore aujourd'hui l'objet d'études. Mais en lisant cette biographie, on se rend aussi compte que c'était deux femmes avec leurs doutes, leurs démons, une vie privée jalonnée de drames et d'enjeux. On va pas se mentir sur le fait qu'elles ont eu une vie extrêmement privilégiée de prime abord, même si être une femme à leur époque c'était pas hyper folichon. Voilà, on ne peut pas non plus le nier. Vita Sackville-West, elle vient d'une famille d'aristocrates quasiment liée à la noblesse du Royaume-Uni. Virginia Woolf, c'était la fille d'intellectuels anglais. Elles ont eu toutes les deux l'immense chance de pouvoir épouser des hommes qui étaient extrêmement ouverts d'esprit et qui les ont soutenues et avec qui elles ont une relation, une très belle relation, chacune à leur manière, et qui leur ont permis aussi d'avoir des aventures, et notamment avec d'autres femmes. D'ailleurs, en lisant ce bouquin, t'as l'impression que vraiment, genre, tout le monde était homo à l'époque, du moins dans ces cercles d'artistes et d'écrivains. Alors bien sûr, fallait pas trop le dire parce que c'était pas du tout accepté, mais genre, c'est comme si tout le monde le savait, tout le monde le faisait, et c'est là que tu te rends compte de l'hypocrisie de la société en fait. Enfin bref, passons. Après, on ne peut pas le nier non plus, comme je le disais un tout petit peu plus tôt, leurs vies ont aussi été jalonnées de drames, Toutes les deux ont connu la maladie, la guerre, la mort. Pour Virginia Woolf, une agression sexuelle, ce que je savais pas du tout, enfin vraiment des choses horribles quoi. Virginia Woolf, elle s'est suicidée, donc voilà, c'était pas non plus tout rose, mais c'était génial justement d'avoir un peu l'envers du décor de ces deux femmes qui sont quand même hyper connues et dont on parle beaucoup pour leur travail, mais dont en fait moi je ne savais rien sur le plan privé. Bref, Vita et Virginia, c'est l'histoire de deux destins fascinants, beaux, tragiques. Et si vous avez le moindre intérêt pour ne serait-ce que l'une de ces autrices, je vous le recommande vivement, ça m'a vraiment passionnée. D'ailleurs, je pensais le lire un petit peu tranquille, prendre mon temps, et puis en fait je l'ai dévoré. Et je suis bien la preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir lu toute l'œuvre de ces deux autrices pour apprécier cette biographie, parce que moi j'ai adoré. Le seul truc qui était un peu bizarre, c'était la plume de Sarah Gristwood. Alors par moments, j'avais l'impression de lire un texte qui aurait été en français à la base, et que quelqu'un aurait essayé de traduire en anglais, mais genre la personne n'avait aucun skills, tu vois. C'était vraiment bizarre. Mais à part ça, c'était génial. Bon, cette vidéo est terminée, je pense qu'on va arrêter ici parce que ça va être très long, j'ai l'impression. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Je serais curieuse de savoir quelles sont vos meilleures lectures de ces derniers temps. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!